Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Plusieurs commerces sont tombés à Djamé-Liberté depuis le vendredi 1er novembre 2024, jour férié donc, fête de la Toussaint. Ce jour n'était pas du tout de tout repos pour les habitants de ce quartier parce que simplement, du fameux quartier Liberté jusqu'à la gare Nord et in fine, l'opération qui s'étendra de Williamsville à Djamé-Bracody selon le district autonome d'Abidjan, initiateur du projet. Alors il est bon de notifier que selon les habitants du grand 220 logements, le quartier était devenu une passoire et qu'il représentait un terrain fertile à l'insécurité. Merci d'être avec nous. Le grand talk démarre maintenant. Merci d'être avec nous après donc, ce week-end qui a été quand même un peu long. On était pressés de vous retrouver. On part ce soir avec nos amis qui sont toujours avec nous. Marius Komoé, bonsoir. Bonsoir Christelle. Merci d'être là. Mais c'est plutôt nous. Merci de nous recevoir sur le plateau. Avec beaucoup de plaisir. Daouda, merci d'être là et de nous rappeler surtout Novembre Bleu. Effectivement, bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Novembre Bleu, c'est la lutte contre le cancer de la prostate, un cancer qui est généralement ignoré ou bien même souvent laissé pour compte par beaucoup de personnes. Donc, chers hommes, après novembre, octobre rose des femmes, c'est novembre bleu des hommes. Faites-vous dépister. Dépister avant l'heure, on peut guérir. Merci beaucoup Daouda pour ce message. Herman Aboua, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle, merci d'être avec nous. Élisée Voloubeux, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Christelle, vous me permettrez de faire un petit coucou au couple Badou Kofi qui a convolé un juste noce ce samedi dernier à Bengourou et ils m'ont fait l'honneur de faire partie de leurs illustres invités. Et je voudrais en tout cas leur souhaiter plein bonheur pour cette nouvelle aventure. Bah, nous aussi, hein. Comment c'est déjà le nom du couple? Couple Badou Kofi. Couple Badou Kofi, tous nos vœux de bonheur vous accompagnent. On retient qu'il y a quelqu'un qui mange beaucoup dans les mariages des gens. Après s'être marié d'ailleurs. Merci beaucoup messieurs, fermons la page du mariage. Ouvrons celle justement de cette lutte contre le désordre urbain à Djamé-Liberté qui a changé de visage. Depuis le vendredi 1er novembre, le ministre-gouverneur Cissé Bakongo a décidé donc de mettre de l'ordre dans ce quartier-là. La grande opération de lutte contre l'insalubrité, donc initiée par le district autonome d'Abidjan, se poursuit avec la même rigueur et la même ténacité. C'était donc à Djamé-Liberté de recevoir donc, les engins à l'effet donc de mettre de l'ordre, de lutter contre l'insalubrité et l'insécurité. Herman Aboua, votre commentaire justement sur ce qui s'est passé à Djamé-Liberté. Comme vous savez bien que nous sommes très attachés à la lutte contre le désordre urbain, moi je pense que le ministre Cissé Bakongo, c'est vrai que quand il se revêt souvent de cette tenue de militant, je ne suis pas trop d'accord avec ses verbatims, mais lorsqu'il est militant politique en fait. Il est de militant politique, bien entendu. Mais lorsqu'il est dans ses habits de défenseur de la cité, je suis toujours avec lui. Aujourd'hui, on a vu ce qu'il a fait pour les habitations anarchiques qui étaient construites souvent sur des sites qui n'étaient pas sécurisés même pour les populations. Aujourd'hui, on constate avec les saisons contre les saisons de la pluie, on constate qu'il a pu sauver des vies et c'est tout à fait normal. Abidjan aujourd'hui est en train de s'agrandir, il y a plein de constructions qui sont faites. Abidjan ne peut pas avoir encore certaines images de cette grande agglomération-là. Donc il faut notamment les détruire. Surtout que les populations même, qui étaient finalement les populations riveraines à ces commerces anarchiques-là, étaient plus ou moins envahis comme emprisonnés. Aujourd'hui, j'imagine que les personnes qui vivent dans ces bâtiments, qui sont aux alentours de ces endroits-là, vont souffler un peu. Faudrait pas moi, je dis toujours, au nom de la misère, on ne peut pas cautionner le désordre. Au nom de la misère, on ne peut pas cautionner le désordre, mais quand même qui a été cautionné pendant pas mal d'années également. Élisée Voloubeux. Oui, c'est pourquoi il faut mettre fin à cela. Oui, je rebondis sur la chute de Derman. Il fallait qu'un jour cela arrive. C'est à quel moment ou sur quel régime ou qui entreprendrait cela qu'on est en train de... ce sur quoi on spéculait. C'est ça. À un moment donné, quand même, je pense que pour quelqu'un qui est animé de cette volonté-là de voir un peu une cité organisée, une cité structurée, il va sans dire qu'il fallait qu'on y arrive. Maintenant, moi, je pose le problème selon lequel
il faut que nos autorités municipales aussi, quelque part quand même, puissent, je vais dire, répondre de quelque chose dans tout ça. Parce que toutes ces installations qui sont qualifiées d'anarchiques aujourd'hui l'ont été au vu et au su, souvent même avec la caution de ces autorités municipales, qui même prélevaient des taxes avec toutes ces structures-là. Mais attends, donc au profit de, je vais dire, de leur manne financière, ils permettent que la cité soit désordonnée. Ce n'est pas normal. Je crois que là aussi, il faut qu'ils soient interpellés, il faut que le gouvernement tape du poing sur la table. On est maire, d'accord, mais ce n'est pas au nom des prélèvements matériels qu'on va s'autoriser à ouvrir des commerces ou bien à permettre que foisonnent des commerces précaires, des activités économiques précaires dans la surface ou du moins sur le périmètre municipal. Ça aussi, c'est quelque chose pour lequel je pense que le gouvernement doit avoir un échange franc avec les municipalités. À qui bénéficient justement tous ces commerces, j'imagine, paient-ils des taxes? Il n'y a pas quelqu'un qui est assis ici là qui ne paye pas. S'il y a des gens qui ne payaient pas là, il y a longtemps, ils n'allaient pas être sur la place. On se connaît, on sait comment les municipales, surtout encore en plus à Adjamé. Et on voit bien le maire en compagnie justement du ministre gouvernement, ça veut dire qu'il est partie prenante. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire, partie prenante aujourd'hui, malgré bon gré. On n'a pas le choix. Dès l'instant que c'est quelque chose qui vient du plus haut sommet et qui donne les justificatifs pour le faire, ça, que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, le maire va exécuter, pardon, le gouverneur va exécuter parce que ça rentre dans le cadre d'une politique globale de salubrité. Donc forcément, ils vont l'enlever. Donc vous gagnerez vous-même à être, je vais dire, partie prenante. Mais comme je le dis, ça pose vraiment le problème de l'occupation du périmètre municipal. Il faut vraiment que nos autorités municipales soient interpellées sur cette question-là. Pour la sécurité de leurs concitoyens, pour la vie agréable de leurs concitoyens, je pense que tout n'est pas à marchander, tout n'est pas à commercialiser. Et Daouda, comment est-ce que vous réagissez justement à cela? Je prends la balle au bon chez Oli. J'ai dit qu'il la prenait chez Herman parce que, en vérité, on voit qu'il y a des commerçants qui ont perdu des fonds de commerce, qui ont investi beaucoup d'argent, parce que n'oubliez pas que nous sommes à l'approche du mois de décembre, un mois de fête où les gens véritablement font du chiffre. Mais quand vous installez ces personnes-là et qu'après, dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain, le district qui n'a pas de compte à rendre à ces personnes-là, finalement vient pour casser, en fait, c'est la veuve et l'orphelin qui est laissé sur le bord de la route, en fait. Mais du fait de qui? Du fait de la mairie. Parce que moi, de mon point de vue, j'estime que la mairie a sa part de responsabilité dans cette histoire-là. Mais ce qui m'a véritablement fait plaisir dans tout ça, c'est que aujourd'hui, le cri de cœur des populations a été entendu. Du grand 220. Voilà, parce que quand on va à la recherche d'informations, c'est les riverains qui sont allés se plaindre pour dire qu'ils n'en pouvaient plus. Parce que leur quartier était devenu insalubre, mais au-delà de l'insalubrité, ils étaient dans l'insécurité totale. Quand vous regardez Liberté, quand vous partez en voiture, mais il est quasiment, vous pouvez passer 1 heure entre Liberté avant d'arriver à Rénol à cause des embouteillages, sans compter les nids des poules qui y sont. Moi, je pense que c'est une bonne chose, mais c'est le lieu pour moi d'attirer l'attention du ministère de l'Intérieur afin qu'ils appellent les différents maires à leurs responsabilités. Marius Komoué, lorsqu'on regarde un peu ces images, on voit bien, on a l'impression de retrouver l'Adjamé du temps d'Angui Abrogwa, du temps du maire Edmond Basque, bien qu'il fût maire du plateau, mais on retrouve l'ancien Adjamé. C'est bien aéré, bien ouvert, mais en même temps, ces commerces-là, il faut bien penser à les recaser quelque part. Oui, ce serait l'idéal. Malheureusement, on a le sentiment que ce n'est pas la priorité donc, du district. Et bien Comment cela? Non, mais le district a une mission claire, débarrasser Abidjan de tout le désordre. Mais qui les recase normalement? C'est la mairie ou le district, justement? En principe, c'est la mairie, la municipalité. D'ailleurs, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que c'est les maires eux-mêmes, que ce soit à Port-Boué, où nous avons assisté au déguerpissement des populations à l'abattoir, c'est les mairies qui ont indiqué au gouverneur du district les zones dans leur commune à déguerpir. À Djamé également, d'ailleurs, vous constatez que le maire Soumaoro Farikou est présent perpétuellement et en tout instant à toutes les opérations du gouverneur du district. Il prend part effectivement parce qu'il est l'auteur principal de l'indication au gouverneur les zones de sa commune à détruire. Et ça, on ne le dit pas assez. Donc, pour des besoins d'ordre électoraliste, il y a des maires qui n'osent même pas, comme par exemple le maire de ma commune à moi, Makori,
où il y a un désordre urbain. Prenons un quartier comme Makori-Sikoji. Mais c'est un quartier, il suffit d'une petite pluie, tout le quartier est inondé. Les populations ont construit leurs maisons jusqu'à dépasser leurs limites, dépasser leurs bornes et construit sur les couloirs d'évacuation d'eau. Au point qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a une petite pluie, tout le quartier est dans l'eau et baigne dans l'eau, dorme dans l'eau. Même les écoles environnantes baignent dans l'eau. On ne peut même plus circuler dans les quartiers. Et ce n'est pas typique à Makori-Sikoji, c'est typique à une majorité des quartiers. Et donc c'est tout à fait normal aujourd'hui qu'à un moment donné, l'État reprenne toutes ses lettres de noblesse. L'État a le pouvoir de répression, le pouvoir de coercition. L'État doit en user dans l'intérêt supérieur de tous. Souvent, il faut faire le bonheur des populations contre les malgré elle, très bien. Alors justement, Élisée, avant de partir avec Herman, le point, c'est toutes ces personnes qui sont quand même un vivier économique. Oui. Comment est-ce qu'on les positionne? Où on les recase? Est-ce qu'il faudra avoir une vision pour ces personnes-là? Je suppose que, comme le voudrait la logique, avant que cette destruction-là ne soit, on a pris le temps quand même de recenser les commerces, de recenser ceux qui sont impactés, et puis éventuellement trouver une solution avec, moi, comme je le dis toujours, les autorités municipales. Parce que pour moi, c'est vraiment elles les premières responsables de toute cette situation-là. Donc, parce que ces vendeurs-là, il n'y a pas un seul qui vous dira qu'il n'a jamais payé de taxes municipales. Ils payent tous des taxes municipales. Donc, je suppose que, comme vous le dites la logique, il y a un recensement qui a été fait. Et donc, on a dû répertorier les éventuels, je vais dire, les victimes, et puis voir dans quelle mesure les recaser, peut-être sur un autre espace mieux construit, mieux bâti, pour leur permettre de continuer leurs activités, ou à défaut, voir comment est-ce qu'on peut les indemniser et leur donner quelque chose quand même par rapport au préjudice subi. C'est ce qui serait juste. Mais on ne peut pas les laisser pour compte comme ça. On a fini de débarrasser des guépis. Bon, chacun se débrouille comme il veut. Je pense que ça ne sera pas la bonne attitude. Et comme je le dis toujours, il faut qu'on reste focus sur les objectifs qu'on s'est assignés ou du moins sur ce qu'on a vendu aux populations. Une Côte d'Ivoire solidaire. Une Côte d'Ivoire solidaire, c'est-à-dire une Côte d'Ivoire dans laquelle on ne laisse personne au bord du chemin. On essaie surtout une Côte d'Ivoire, on essaie de porter les plus faibles. Voilà, que tout ne soit pas en faveur des plus forts, mais qu'on puisse porter également les plus faibles. C'est ça le sens d'une Côte d'Ivoire solidaire. Et ça voudrait bien évidemment que ces personnes-là puissent se retrouver, je vais dire, un site bien, une seconde vie après tout ce qu'elles ont payé. Légalement, en tout cas. Herman, justement, que pensez-vous du timing? On sort de la rentrée, on part aux fêtes. Comment est-ce que vous réagissez à ce timing-là, justement? Moi, vraiment, le timing ne me gêne pas. Le timing ne me gêne pas, il fallait le faire et le faire. Maintenant, l'inquiétude, une première inquiétude, est que souvent, lorsqu'on débarrasse des abris de fortune comme ça, des commerces de fortune, on construit encore d'autres... On se réinstalle. On installe d'autres opérateurs, peut-être avec un peu plus d'esquisse, d'esthétique aussi, tout ça. Mais on installe... Il faudrait, moi, je pense que il faudrait éviter cela. Si les riverains ont eu la quiétude avec cela, il faut qu'on poursuive cela. Ça c'est la première chose. Souvent aussi, les commerçants qui sont là, parce qu'il y en a d'autres qui utilisent ça, ils font leurs étalages en pleine chaussée. Or, les centres commerciaux qui sont souvent bâtis par les municipalités ne sont pas peine à avoir des personnes... Certains vous diront les coûts, justement, les coûts de départ de porte et autres. Ils font les chiffres, là. Ouais. Il faudrait qu'ils acceptent aussi de payer quelque chose à la mairie pour qu'on entretienne. Ça, c'est autre chose. Aujourd'hui, on voit que le ministre Bakongo, gouverneur du district, il fait tout cela, qui est bien. Mais il y a souvent des endroits où il y a lieu de se poser des questions. Par exemple, la dernière fois, j'étais en train de passer sur la voie qui va à Yopougon, où il y avait le site de lavage de Fanico là avant, par le passé. Juste en face, il y a une sorte d'usine qui est là. Ça ressemble fort bien, je ne sais pas. Une cimenterie, je crois. Une cimenterie. Et même au niveau de la Riviera 2, au niveau de 9 kilos, vous voyez bien qu'on avait mis, il y a une pancarte même qui a dit, sur ce site-là, bientôt, vous verrez un centre commercial. Mais apparemment, ça ressemble aussi à des installations de cimenterie. Mais en même temps qu'on cherche à régler le problème de cadre de vie, on permet à ce que des industries ou bien des entreprises qui polluent l'air, l'atmosphère et autres, là, et le cadre de vie, on les installe à ces endroits-là en pleine cité. Ça aussi, il faudrait qu'ils regardent ça. Si il n'est pas à l'initiative, il faudrait qu'ils pensent à délocaliser ces gens d'entreprises-là qui, je pense, ma foi, ne peut pas cohabiter avec les populations. Et pour rappel, à notre téléspectateur, c'était le sujet donc, de l'émission Il y a problème hier, l'installation des cimenteries. Daouda, vous aviez un point justement. Alors, pensez-vous que cela a été fait? Élisée parlait du visage humain. Il faut porter
les plus faibles. Il faut même, en dépit de tout ce qu'on doit faire de façon légale, il faut porter. Est-ce que vous avez l'impression ici que les plus faibles ont été portés, Daouda? Bon, moi, ici, quand Élisée parlait, j'ai commencé à sourire parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de lieux de commerce qui ont été cassés ces temps-ci parce qu'ils étaient dans des endroits qui étaient jugés pas légal par le législateur. Ben, pas légaux, c'est bien ça, voilà, par le législateur. Comme chez moi, à la Grande Mosquée, là. Voilà, donc finalement, est-ce qu'eux, ils ont été dédommagés? Donc, si eux n'ont pas été dédommagés par paralysie de forme, je me demande bien comment eux... Est-ce qu'il faut persévérer, s'il faut prospérer dans cela? Je pose la question parce que, à la vérité, tout à l'heure, Herman parlait de timing, que ce soit, il n'y aura jamais de bon timing pour régler ce problème-là. Maintenant, est-ce que ceux qui sont allés s'asseoir, c'est vrai que moi, personnellement, je compatis. Et j'estime que le maire Farik doit faire quelque chose. Mais malheureusement, à l'impossible, nul n'est tenu parce que là, tout le monde savait vraisemblablement que c'était un lieu où il ne devait pas avoir de commerce. Donc, quand ils venaient s'asseoir, ils savaient en leur âme et conscience que ce n'était pas un lieu de commerce. Maintenant, c'est la mairie qui leur a donné. Sûrement que dans leur contrat de bail entre eux, ils se sont arrangés. Ils trouveront un endroit pour les recaser. Voilà, mais je me dis que l'État, lui, s'est dit, ce n'est pas mon problème, c'est un domaine public, je n'ai pas à vous recaser. Mais mon souhait, c'est que si on peut les recaser, si on peut les aider, franchement, ça serait une bonne chose. C'est clair. Parce que j'ai pu voir des gens pleurer, souffrir. J'ai eu mal au cœur. C'est ça le point. Est-ce qu'ils savaient qu'ils... Enfin, bon, bref, on sait bien qu'il y a eu une visite préparatoire à l'effet justement de leur dire on viendra et tout cela, mais bon, il y a quand même des personnes qui ont perdu pas mal de choses. Je vais vous dire rapidement. Permettez rapidement, Herman, et puis ensuite Marius. Moi, je pense bien qu'ils savent qui ils ont en face d'eux. C'est-à-dire? Ils connaissent la méthode, l'approche de Bakongo. Je pense que tous les Ivoiriens savent comment ce mec-là, il avance. Excusez-moi du terme, mais je voudrais... Monsieur le ministre, gouverneur? Le gouverneur du district fonctionne. Quand on sait ça, même quand vous voyez Cissé Bakongo dans vos rues, dans vos quartiers, dites-vous que certainement il a vu des imperfections qu'il va venir régler. Donc commencez à partir en même temps. Oui, mais il ne faudrait pas qu'à chaque fois, et c'est ça, je suis un peu gêné de penser que les gens, au nom de la misère, ils viennent s'installer de façon anarchique parce qu'ils espèrent après... Si tu as commencé à donner 2 bonbons à certains, tu as donné à tous les autres. Pendant qu'eux-mêmes, ils savent qu'avant de venir là, ce n'est pas le lieu où ils doivent être. Donc, ils devaient s'attendre à ce qu'un jour ou l'autre, ils allaient partir et qu'ils cotisent leur argent et puis après, ils puissent pouvoir aller s'installer dans des endroits où il faut. Faut pas, je pense en même temps, Herman, au nom des cris de cœur, je suis vraiment... S'il y a eu ce côté social-là, ça détruit beaucoup plus. Ça doit toujours exister. Ça existe. Le bien humain qu'on veut donner, là, il y a des endroits pour lesquels, je pense que des secteurs pour lesquels il faut être ferme. Très bien. Écoutons Marius et on termine avec le point d'Élysée. L'occupation de l'espace public, c'est ça le fondement de l'action du gouvernement. C'est redonner à Adjamé sa beauté, parce qu'Adjamé, en réalité, c'est un quartier qui était très, très beau à l'époque. National, nos instruments de loi, nos mécanismes de loi interdisent à quiconque d'occuper l'espace public à des fins commerciaux. En même temps, on le voit tous les jours ici, hein, en même temps. Oui, mais écoutez, c'est ce que... Et là, c'est un exemple tantôt. Moi, j'ai vu M. Cissé Bakongo casser des immeubles R+4 à Koumassi. Qui était mal... oui, qui était construit. Je l'ai vu casser des officines de pharmacie. Qui occupaient l'espace public. Et j'ai vu des familles entières dans la rue. Ce monsieur n'a pas d'état d'âme. Il a une mission, il exécute... Quand il s'agit de ramener l'ordre, en fait. Il exécute sa mission, point, c'est tout. Et donc, comme Herman l'a dit, lorsqu'on le voit dans sa commune, dans son quartier, dans sa zone de prédilection, de vie, on doit comprendre qu'il y a problème. Mais très bien, il y a problème. Pour juste ajouter quelque chose. Et ensuite, Élisée, rapidement. Voilà, rapidement. Moi, j'ai appelé le quartier d'Adjamé. Oui, j'ai appelé le quartier qui a été cassé. 220 logements. 220 parce que j'ai des amis. J'ai demandé, mais est-ce que les gens étaient informés? Il dit, frère, voilà, je parle comme lui, il dit, frère, pendant des semaines, ici, la rumeur qui circulait, c'est qu'on disait, Bakongo va venir. Bakongo va venir. Donc, je veux dire, tout le monde savait que Bakongo allait arriver. Donc, Bakongo arrivé, il ne faut pas se jouer la surprise. C'est vrai que moi, de mon point de vue, j'estime que la mairie, parce que ici, moi, je n'accuse même pas le district, hein, j'estime que c'est la mairie qui les a installés. La mairie doit trouver une solution. Parce que là-bas, à Adjamé, franchement, tout le monde est affairiste. Donc, finalement, quand vous avez fait des affaires,
il faut trouver des solutions à ceux qui ont été déguerpis. Élisée, on termine avec vous. Tout le monde dit, c'est vrai, on parle de visage humain, mais en même temps, il ne faudrait peut-être pas exagérer. Il faut pouvoir régler les choses en amont et la responsabilité a été très claire pour Daouda. Il faut regarder la mairie. En même temps, ce n'est pas le fait du maire Farikou, c'est un système qu'il a pris en cours en même temps. Élisée? Oui, je crois que je l'avais dit en entame de mes propos, mais je vais repréciser. Personne ne s'offusque ni ne condamne, je dis, cette manière de fonctionner, ou du moins recréer un environnement sain, lutter contre le désordre urbain. Logiquement, personne ne peut s'en plaindre. Mais je dis et je répète une chose, ces personnes qui se sont installées ici aujourd'hui, paye-t-elle des taxes à la mairie, oui ou non? Dès l'instant qu'elles payent des taxes à la mairie, donc contribuent éventuellement au dynamisme économique de la municipalité, on ne peut pas les passer par perte et profit. Il faut que la municipalité puisse trouver une opportunité de soit les accompagner avec une indemnisation ou même de leur trouver des sites de recasement. Parce que ces personnes, durant des années, c'est ce qu'elles ont fait. Elles sont allées nulle part. Pour nourrir leur famille. Pour nourrir les familles. Donc, vous ne pouvez pas les mettre à la rue comme ça par perte et profit. Sinon, ce n'est pas normal. Je crois que quand le gouverneur lui vient et qu'il dit qu'il doit casser, c'est normal, lui il est dans sa mission. Mais il travaille avec les municipalités. Exactement. Voilà, et ces municipalités-là, depuis des années, bénéficient de la manne financière à travers les taxes que ces personnes-là payent. Ça aurait servi, quand on a de la vision, à prévoir ou à préparer des sites d'installation pour éventuellement si la commune arrivait à être réaménagée. Donc ça aussi, c'est pourquoi je dis qu'il faut que le gouvernement, parce que justement, dans l'entendement des uns et des autres, quand on regarde ça, on se dit, OK, le gouvernement met les plus pauvres à la rue, ou bien fait souffrir davantage les plus pauvres. Mais le gouvernement doit pas toujours... point qu'on pourrait avoir. Mais c'est ça, mais le gouvernement doit toujours continuer à avoir le dolage. À un moment donné aussi, il faut qu'ils se disent, les municipalités, là, il y a un domaine public, vous avez laissé des gens dessus et vous avez eu de l'argent. Trouvez une solution. Il faut qu'on mette aussi les municipalités devant leurs responsabilités. À un moment donné, pour que justement, demain, on ne trouve plus un maire qui laisse les choses prospérer comme ça, mais qui sache qu'à tout moment, le district peut venir détruire quelque chose qui a été construit sur le domaine public de façon anarchique. Ça va leur permettre, eux aussi, à leur niveau, d'entamer déjà même le réaménagement de la zone urbaine avant même d'attendre l'arrivée du district. C'est clair. Voilà ce que je voulais dire. Mais en tout cas, il faut absolument que quelque chose soit fait pour ces personnes-là, comme Élisée l'a dit, pour éviter justement qu'elles se retrouvent dans la rue et reviennent encore occuper ces sites-là et qu'on les redécarpisse. Enfin, ça sera encore rebelote. Mais on espère que tout se passera bien. Messieurs, nous continuons de notre projet et arrêtons-nous maintenant à la révision de la liste électorale. Le président du PDCI, Tidiane Tia, appelle à une prorogation du délai. Alors, selon lui, il a vu l'engouement, justement, en ce moment, dans une tournée qu'il a eu à faire dans les communes de Yopougon, à Tékoubé, justement à Djamé. Il demande une prorogation, justement, de la révision de la liste électorale. Marius, comment vous êtes d'accord avec lui ? Ce n'est pas nouveau pour le président du PDCI-RDA. Dès l'entame d'ailleurs du processus, le parti, dans son entièreté, avait déjà émis des réserves quant au temps imparti pour l'enrôlement des électeurs. Ils ont trouvé qu'il fallait donc donner du temps au processus si d'ordinaire l'objectif visé est d'enrôler plus d'Ivoiriens sur la liste électorale. D'ailleurs, le président de la commission électorale indépendante n'a pas dit autre chose. Seulement, il a invité les partis politiques à commencer le processus et avec le temps, on verra. Et je suis bien heureux de savoir que lui-même, il fait le tour des centres d'enrôlement pour se rendre compte... Parlons du président du PDCI. Le président de la CEI. La CEI, très bien. Voilà, il fait le tour, mais également le président... Tous font le tour des centres d'enrôlement pour se rendre compte de l'évidence. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui a amené le président de la CEI de dire qu'il y a un engouement. Et donc, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a un engouement. Je me rappelle également qu'un autre parti politique, et non des moindres, le PPACI, demandait donc qu'on repousse également la date qu'on étire de fin. Un peu, voilà, qu'on étire un peu la date de fin du processus d'enrôlement. Donc, tous disent la même chose. Il revient maintenant au président de la CEI de porter cette... cette demande auprès des pouvoirs publics, auprès de l'État, pour voir dans quelle mesure, naturellement, cela pourrait être possible. Daouda, ce n'est pas un nouveau débat. Mais pour l'heure, j'avoue qu'il y a urgence, il y a nécessité de proroger justement la date, puisqu'il y a effectivement un engouement certain. Daouda, ce n'est pas un nouveau projet de proroger. Plusieurs partis politiques l'ont déjà porté.
Non, moi je pense que la prolongation de la date, ce n'est pas un nouveau projet, parce que c'est vrai que tous les partis politiques, certains nous parlaient de 3 mois, d'autres parlaient de 6 mois, d'autres parlaient même de pratiquement jusqu'à la veille de l'élection présidentielle. Mais je pense qu'en son temps, le président de la CEI avait été clair à la matière. Il a dit que commençons d'abord. Après, on verra dans la mesure du possible ce qu'il fallait faire. Maintenant, aujourd'hui, pour ce que je sais et pour ce qu'on a pu apprendre, c'est que la dernière fois, on avait les chiffres de plus de 300 000 personnes, 300 000 requérants et 185 000 nouveaux électeurs. Aujourd'hui, on parle de 500 000 nouveaux électeurs. On est à quoi? À moins de 9 jours de la fin du processus électoral. Il faudra applaudir ces 500 000 selon les sources au niveau de la CEI, c'est qu'eux, ils estiment que c'est mieux que les années précédentes. En même temps, on attend près de 4,5 millions de personnes. Voilà, parce qu'à la vérité, pour les élections précédentes, à la fin du processus, on se retrouvait à quoi? 800 000, 900 000. Aujourd'hui, à mi-chemin, ils sont déjà à 500 000. Donc, dans leur projection, ils espèrent trouver finalement 1 million de primo-électeurs. Quand je finis de dire tout ça, je me dis, selon moi, hein, et pour ce que je sais que la CEI, ce n'est pas la première fois qu'elle proroge la date. Parce que le délai d'enrôlement sur la liste électorale s'inscrit dans le cadre de la loi. Donc, généralement, même quand ils vont proroger, la prorogation ne va pas excéder les 1 semaine. Donc, je pense qu'on espère que d'ici là, de nombreux jeunes iront s'inscrire sur la liste électorale. Herman, votre réaction là-dessus? Et s'il y a prorogation, in fine, si on a 1 semaine, peut-être, est-ce que cela pourrait vraiment permettre au maximum de s'inscrire? J'espère que les dieux ne vous entendront pas. 1 semaine, je pense que ça n'a pas suffi. À défaut d'obtenir pour les requérants une actualisation automatique et annuelle du fichier électoral, ce qu'on peut faire, on a déjà démontré cela, 1 semaine, après 3 semaines, toutefois, si c'est effectif. Moi, je pense pas. Qu'est-ce qui bloque la CEI aujourd'hui à permettre à ce que la période de la révision de la liste électorale puisse aller dans un bon délai? On me dira peut-être... Un bon délai de, par exemple... Non, on est à faire 3 semaines. Si on voit qu'on aurait dit il y a 4,5 millions de personnes qu'on attend, qu'on n'a pas d'autres idées pour permettre aux gens de se faire enrôler, il faut les sites physiques là doivent pouvoir exister pendant une bonne période. Moi, je ne dirais même pas 3 semaines encore. Il faut peut-être ajouter 6 semaines encore. Si toutes les 3 semaines, on a 500 000 et qu'on a 2 fois 3 semaines, peut-être qu'on aura le million. Ou bien on aura, en fonction de l'étude qu'on peut atteindre, puisque aujourd'hui, on sait plus ou moins les projections. Donc, si lui, il sait qu'il y a 4 500 000 personnes qui sont attendues dans le fichier électoral, et qu'au bout de 3 semaines que lui-même il a donné, il va avoir 1 million, mais qu'il fasse le point arithmétique et puis il verra. Moi, d'abord ça. Donc, à défaut, encore une fois, de nous permettre d'avoir, selon les règles, d'avoir un fichier électoral actualisé et de façon annuelle et de façon même automatique, on peut se contenter de proroger. Donc, ça ne doit même pas être une demande. Eux-mêmes, ils avaient cela dans leurs éléments de langage dès l'entame du processus. Quand on sait que... Commençons d'abord, disait-il. Oui, commençons d'abord et après on verra. Moi, je pense que c'est vrai, on prend ça, mais il n'a qu'à penser à faire ça. Donc, la requête, la demande des partis politiques, notamment Tidjane Tian, quand il demandait, il faut que de façon, il a même dit de façon significative cette période. Donc, les 3 semaines, ça ne tient pas. Il faut qu'on fasse les calculs. Très bien. Élisée, pendant qu'on dit ça, que la CEI devrait faire des efforts pour donner un délai raisonnable, est-ce que vous avez l'impression que sur le terrain, les partis politiques mobilisent leurs troupes à l'effet qu'elles aillent s'inscrire, justement? Bon, pour être honnête, moi, je n'ai pas parcouru les QG des partis politiques pour savoir effectivement quelle est la consigne donnée ou qu'est-ce qui est fait pour mobiliser. Donc, je voudrais en fonction de ce que vous lisez, est-ce que vous avez l'impression, non? Oui, mais je veux même aller un peu plus loin. Moi, je pense qu'il faut à un moment donné qu'on soit beaucoup plus scientifique dans ce qu'on fait plutôt que d'être, je veux dire, populiste. C'est-à-dire? Faut faire les choses de façon scientifique. Moi, je n'ai aucun souci avec le report. Mais on reporte de combien de temps? Et puis, pourquoi c'est ce temps-là qu'on doit reporter? Il faut qu'il y ait quand même une démarche scientifique dans ce qu'on fait. On estime qu'au regard de l'évaluation aujourd'hui, ou bien du nombre de personnes enrôlées par jour, on pense qu'il nous faut environ 3 mois pour faire ça. Parce que les derniers recensements ou les dernières révisions ont montré
qu'au bout de 3 semaines, on n'arrivait pas, parce que c'est là maintenant que les gens commençaient à se mobiliser, vraiment avec des chiffres, des choses scientifiquement prouvées. Mais on reporte. Bon, un va venir donc reporter 2 semaines, l'autre va venir on reporte d'une semaine, l'autre va venir on reste dans les 3 semaines. Ça ne fait pas sérieux. À un moment donné, il faut quand même qu'on montre parce que tous les Ivoiriens là, ils ne sont pas populistes. Hein. Voilà, ça aussi, il faut que les partis politiques sachent. Il y a des gens qui prennent le temps de vous écouter, de voir la cohérence dans vos propos et de voir la démarche scientifique dans vos actions. Ça, il faut qu'ils comprennent ça. S'il y a beaucoup qui les applaudissent partout, parce que bon, tout ce qu'ils disent là, mais ce n'est pas tous les Ivoiriens. Il y a d'autres qui vraiment prennent le temps de réfléchir et qui mènent vraiment des réflexions on est d'accord pour le report, selon vous? Donc, non, depuis le début, je vous ai dit, moi, je n'ai aucun souci avec le report. Hein. Maintenant, il faut savoir je veux vraiment que ce soit vraiment scientifique. Aujourd'hui, on estime qu'on est à 500 000 ou bien on a 300 000, mais au regard de 4,5 attendu, de l'objectif attendu, on estime qu'il nous faut peut-être 1 mois supplémentaire ou 2 mois supplémentaires. C'est des choses, c'est des données comme ça factuelles, on propose à la CEI, et puis la CEI va déposer ça devant le gouvernement avec un argumentaire qui tient la route, vraiment scientifique, et qui permet de dire, OK, on reporte d'une semaine. Parce que même si tu dis report, mais si la CEI reporte de 5 jours, elle a reporté. Si au bout de 5 jours, c'est pas, elle a prorogé, voilà. Si au bout de 5 jours, vous n'avez pas atteint l'objectif, vous direz encore la CEI de proroger de 3 semaines. Voilà, donc quelque part, il faut être conséquent. D'où la question justement de la mobilisation des partis politiques sur le terrain. Il faut être méthodique, il faut être vraiment, comme je le dis, scientifique dans la démarche qu'on mène. C'est important. Sinon, pour la question du report, moi j'estime pour ma part que ni la CEI avec son président Cuibière, ni est opposé. La preuve, quand on lui a posé la question, il a dit mais commençons l'opération d'abord. Et quand on se rappelle des révisions précédentes, on a vu quelquefois qu'il y a eu des reports. Mais il ne faudrait pas qu'on dise un report d'une semaine. Et puis quand on revient après, on se rend compte que non, il faut peut-être 2 mois, il faut 3 mois. Donc vraiment, il faut que la démarche soit plutôt méthodique et scientifique. Daouda, proroger d'une semaine ou de plusieurs semaines, le point, c'est est-ce que sur le terrain, en tant qu'observateur, est-ce que vous avez l'impression que les partis politiques mobilisent justement à l'effet de faire bouger leurs militants? D'accord. Avant de répondre à cette question, je vais juste revenir sur un point qui est important parce qu'il est important de rappeler à nos téléspectateurs que le délai de, comment on appelle ça, de l'enrôlement sur la liste électorale, c'est un décret qui est pris. Tout à fait. Donc, ça fait partie de la loi. La deuxième chose qu'il faut pouvoir dire aux uns et aux autres, c'est que pour que ce délai puisse soit prorogé sur une longue période, je pense que il faut qu'il y ait un autre décret qui soit pris en accord avec tout le monde. Et je pense que ça peut se faire. Voilà, ça c'est la première des choses. Maintenant, la question que vous posez concernant la mobilisation des partis politiques, pour ce que je vois personnellement sur le terrain, parce que je ne vais pas parler de ce que je ne sais pas. C'est ça. En tout cas, je vois le PDCI de Tidiane Thiam à l'œuvre. Et les autres? Franchement, je sais qu'au niveau des gars du parti au pouvoir, eux aussi, ils sont au travail. Le RHDP. Le RHDP. Maintenant, pour le PPACI, c'est qu'on a reçu M. Katina ici, qui a dit qu'ils allaient être sur le terrain. Mais pour les partis que j'ai pu voir de mes yeux, je sais qu'ils sont sur le terrain parce que depuis le début, M. Tidiane Thiam est sur le terrain. Il fait le tour de tous les centres d'enrôlement. Ça a commencé par l'intérieur du pays. Tout à fait. Chaque fois au plateau, quand on va au siège le siège annexe du PDCI qui est face à la police judiciaire, il y a une forte mobilisation là-bas et à la mairie annexe, on voit une forte mobilisation de personnes qui viennent s'inscrire. Maintenant, quand tu finis tout ça, quand on fait le tour des centres d'enrôlement autour d'Abidjan, dans Abidjan ici, vraiment, Christelle, ce n'est pas la grande bousculade, quoi. C'est vrai qu'on parle de... C'est pas la grande affluence. Oui, ce n'est pas la grande affluence. C'est-à-dire que l'affluence d'un point de vue national, c'est 500 000. Peut-être que la CEI s'en contente, mais quand tu regardes de façon sectorielle, c'est pas véritablement ça. Maintenant, moi, je me dis, même si... Qu'est-ce qui devrait faire bouger justement les Ivoiriens? Moi, je pense qu'il faut que les Ivoiriens aujourd'hui, et les partis politiques surtout, parlent d'une même voix. Parce qu'il y a comme... Sur quel sujet? Mais sur l'enrôlement sur la liste électorale, pourquoi est-ce que je dis cela? Mais tous sont d'accord justement pour aller se faire enrôler. Mais le problème, c'est qu'il y a comme une incohérence dans le discours. Très bien. Tous sont d'accord, mais en même temps, quand on dit on est d'accord, allez-y vous faire enrôler, mais en même temps, nous sommes les mêmes en train de toujours chercher à taper sur la CEI à tout moment, à décrédibiliser l'institution qui fait, comment on appelle ça, qui organise les élections. Mais quand vous la décrédibilisez, finalement, le jeune qui est assis chez lui, il s'est dit, mais à quoi bon? Autant moi, rester aujourd'hui, j'ai été surpris. Petite anecdote, j'ai discuté avec mon épouse hier. J'ai dit, mais tu changes quand ton lieu de vote? Elle dit, je n'ai pas envie de voter. J'étais choqué. Pourquoi? Dit, mais
Elle me dit, j'ai qu'à aller voter pour dire quoi? Parce que finalement, tous les jours, on vote pas. On va faire par là, on va faire par là. Vous allez l'encourager à voter. Mais bien sûr, je vais l'encourager à voter. Mais déjà, il faut que les politiques changent de discours. Parce que je connais son leader, le leader qu'elle suit, je ne le dirai pas ici. Mais elle attend véritablement que ce leader-là parle. Mais il ne parle pas. Très bien. Voilà. Marius Komoué, justement, qu'est-ce qui fera bouger les choses? Et ensuite, votre réaction sur le point d'Élysée, qui est pour moi un point important. Il a dit, Daouda nous a bien démontré qu'il fallait donc, c'était une suite de décrets pour non seulement l'établissement du temps, mais aussi pour la prorogation, pour la durée de cette prorogation, cette fameuse durée. On est d'accord, il faut proroger, mais de combien de temps? Est-ce que cela pourrait faire justement un accord encore avec les partis politiques pour arriver à cette date de prorogation? Je l'ai dit avec d'autres mots dès lors que vous m'aviez passé la parole. J'ai été clair. J'ai dit que le président de la CEI écoutera justement les requêtes des partis politiques et il lui revient d'aller vers le gouvernement pour naturellement proposer de nouvelles dates. C'est le bureau de la commission électorale indépendante qui se réunira et décidera de faire des propositions au gouvernement à travers le ministère en charge donc, de l'Intérieur et de la décentralisation. Mais au-delà de cela, je voudrais avoir votre point de vue. Pourquoi les Ivoiriens ne se bousculent pas justement dans les centres de révision de liste électorale? C'est justement là que doit se jouer. Toute élection se joue à travers justement l'appel des partis politiques, l'appel des acteurs politiques qui veulent véritablement être candidats à une élection, d'amener les uns et les autres à aller se faire enrôler. Parce qu'au-delà de tout, vous pouvez mobiliser autant de monde que vous voulez. Vous pouvez haranguer des foules. Mais tant que les gens ne seront pas inscrits sur la liste électorale, quand on sait dans ce pays que des partis politiques, et non des moindres, ont hier appelé à boycotter donc l'enrôlement. Aujourd'hui, ce n'est pas le Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Voilà, et donc, il leur revient. C'est pour ça que tout récemment, au cours d'une de nos précédentes émissions, je disais que le président du PDCI, par exemple, avait besoin d'aller au contact de nos réalités. Et je suis heureux de constater qu'il le fait si bien, parce qu'il profite du processus d'enrôlement pour aller au contact des réalités des populations. Il était à Gonaté, à Daloa, à Boisflé, à Man, à Diokoué, à Dimbokro, à Toumoudi et tout récemment à Yopougon. Il bouge, il ne se laisse pas compter. Il veut véritablement être candidat à cette élection et il se donne les moyens. Donc les autres devraient en faire pareil. Mais les autres devraient justement suivre cet ensemble. Tous les partis politiques, le COGEP, le PPACI, le FPI, le PDCI, le RHDP. Moi, il a dit tantôt, le RHDP est sur le terrain. Nous, on voit. Parce que pour nous qui avons des bases à l'intérieur du pays, nous avons des retours. Le PDCI est sur le terrain. Nous avons des retours que les autres suivent la cadence, de sorte à ce que demain, on ait des élections avec des électeurs enrôlés qui pourront naturellement exprimer leur droit de vote pour leurs leaders politiques et leurs partis politiques. Herman, avez-vous l'impression que tous les partis politiques ont envahi le terrain justement pour sonner l'heure de la mobilisation? Mais je suis quand même un peu gêné lorsque j'entends sur ce plateau-là que des partis politiques ne battent pas le pavé à l'effet des sensibilités. Ne bougent pas. C'est surprenant. Soit on fait, soit on refuse de voir que certains autres partis politiques travaillent dans ce sens-là, que les partis politiques ont réussi à avoir par nos scléroses qu'on n'a pas quand ça les concerne. D'abord ça, parce que je vous prends par exemple l'exemple à Agboville, le secrétaire fédéral qui est moi mon ami du PPACI, le professeur Stan Lecroux. Il a ces gens sur le terrain. Il mobilise aussi. Il mobilise, il sensibilise. Ils le font partout, même à l'épée. Je veux dire, peut-être qu'il faut peut-être aller aussi sur le terrain pour pouvoir constater. Depuis Abidjan, on ne peut pas regarder des coupures de presse et puis se féliciter que certains partis politiques le font. Et donc, tous les partis politiques aujourd'hui sont conscients que c'est là que c'est la base. Voilà pourquoi d'ailleurs ces partis politiques savent que c'est l'élément sensible que les partis politiques, notamment de l'opposition, ont appelé ici, ont insisté sur même l'audit avant, et que les gens ne doivent pas percevoir comme une campagne pour dénigrer la CEI ou autre. C'est justement pour l'aider à bien faire son travail. Maintenant, il ne faudrait pas oublier le challenge avec l'état civil dans lorsqu'on veut avoir les documents. Aujourd'hui, c'est très, très difficile. Allez-y, demandez comment est-ce que ça se passe.
pour avoir le certificat de nationalité qui est estampillé seulement pour la révision de la liste électorale, c'est tout c'est-à-dire que c'est un travail d'Hercule pour l'avoir. Parce que, notamment, bien sûr, ceux qui sont chargés de cela font en sorte qu'il y ait des retards. Parce que c'est pas vous pensez qu'ils le font exprès, Herman? Je ne dis pas qu'ils le font exprès. Vous savez, le système ivoirien, on peut ne pas dire comment est-ce que la corruption sévit un peu partout. C'était où, justement? Mais pourquoi vous voulez que je vous dise? Non, enfin, je demande. Je vous dis ce qui est. Moi, je suis parti à l'épée. J'ai été confronté à cela. Les populations ont parlé de cela. Je suis pas très... Et ailleurs, si vous voulez, allez-y dans vos régions. Voici des challenges. Les gens, aujourd'hui, peinent à avoir les documents administratifs à l'effet de pouvoir les mettre. Donc, si la CEI même ne voit pas le délai, pendant que les gens sont en train de s'activer à avoir les documents pour aller se faire enrouler, ça dépend de ce que la CEI cherche. On termine avec Élysée. Élysée au total. Hein. Herman nous a fait un petit point. Selon lui, donc, à l'épée, il y aurait des difficultés justement à avoir des documents pour l'état civil. Est-ce que ces points-là ne seraient pas peut-être à l'origine du faible taux, l'un des points à l'origine du faible taux? Pas seulement peut-être à l'épée, hein, selon ce qu'il dit. Réaction, Élysée? Bon, moi, pour pouvoir répondre à cette question, je reviens encore à ce que j'ai dit précédemment. Hein. Vous voyez, tous ces éléments-là, si tant est que ce qui est dit est vrai, c'est ça. Parce que je pense aussi qu'il ne faut pas... jeter du revers de la main. Non, pas jeter du revers de la main. Il ne faut pas s'agbouter sur une situation pour en faire une généralité. Une généralité, voilà. Tout à fait. Donc, c'est pourquoi j'appelle toujours à une démarche scientifique, une démarche qui soit rationnelle. Si c'est vrai, comme il le dit, que c'est constaté un peu partout, c'est des choses qui doivent être convoquées dans les éléments pour lesquels on veut qu'il y ait un report. C'est cela. Comme je le dis, si tant est que c'est vrai, c'est ce qu'il a évoqué. Voilà, c'est vraiment scientifique. Mais j'insiste et je répète qu'il ne faut pas aussi s'offusquer de la faible mobilisation parce qu'il y a des éléments qui le justifient. Le vote en Côte d'Ivoire n'est pas obligatoire. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à aller voter. Les Ivoiriens ont une réalité avec le vote. Ils ont une réalité avec le vote. Tout le monde n'est pas forcément mu par cette volonté d'aller choisir qui que ce soit. Il y a des gens qui ne veulent même plus en entendre parler. C'est ceux-là qu'il faut déjà commencer à leur donner confiance. Mais leur donner confiance comment? On leur donne confiance dans le discours. Est-ce que le discours aujourd'hui, tel qu'il est mené, donne confiance à ces personnes? C'est aussi là qu'il faut se poser des questions. Et moi, je pense que si ça, ces préalables-là est levé, le reste suivra, quoi. Très bien. Dans tous les cas, pour une telle décision, avec la CEI, les différents partis vont s'entendre et la CEI portera donc la voie de la prorogation. On se retrouve juste après. À tout à l'heure. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Nous sommes toujours en compagnie de nos amis Herman, Marius Komoé, Daouda Coulibaly. Nous a rejoint en plateau le docteur Ouattara Kanigui, président du conseil d'administration de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises FIPME. Il est là pour nous parler donc des journées nationales promotionnelles des PME, 10e édition, qui donc se tiendront du 7 au 8 novembre 2024. La thématique, quelle politique d'accompagnement pour les PME en Côte d'Ivoire? Docteur, merci d'être avec nous. Merci Christelle. Qui peut-on considérer comme PME, petite et moyenne entreprise en Côte d'Ivoire? Merci pour la question. Je voudrais avant tout vous dire merci. Notre plaisir. De me permettre donc d'être sur ce plateau ce soir. Non seulement pour parler donc de l'entrepreneuriat de façon générale, mais de façon plus particulière de la journée nationale promotionnelle des PME dont nous sommes à la 10e édition cette année. Pour revenir à votre question, il faut dire que la réponse à votre question se trouve un peu donc, dans la loi. Et il s'agit bien sûr donc de la loi d'orientation bien sûr donc des PME qui a été prise depuis donc par l'État de Côte d'Ivoire et qui définit de façon précise bien sûr donc les PME. Et là, il y a deux conditions bien sûr donc à remplir en Côte d'Ivoire pour être PME. Il s'agit d'abord donc du nombre d'employés qui doit être moins donc de 200 travailleurs et le chiffre d'affaires TTC réalisé qui doit être hors taxe plutôt réalisé qui doit être donc de 1 milliard de francs CFA. Donc voici donc les deux notions qui définissent aujourd'hui donc la PME. Le chiffre d'affaires qui doit être donc de moins de 1 milliard de francs CFA et le nombre d'employés moins de 200. Très bien, on a les chiffres aujourd'hui. Avant de passer la parole à mes amis, en Côte d'Ivoire, combien de PME avons-nous au total? In fine, un chiffre... Bon, je ne saurais vous le dire de façon vraiment précise, mais sinon, les données à notre disposition et en fonction également du nombre de membres que nous avons, on peut chiffrer à peu près les PME aujourd'hui à près de 300-400 000
PME 400 000 en Côte d'Ivoire. Très bien. Herman? Ma toute première question, j'ai resté à une question pour le moment. Je voudrais parler d'abord le chiffre d'affaires d'1 milliard de francs CFA qui constitue un peu le plafond pour les petites et moyennes entreprises. Est-ce que vous, en tant que président de la Fédération des PME, est-ce que vous trouvez ce chiffre d'affaires-là aujourd'hui rationnel? Il s'agit effectivement, bien sûr, donc d'une politique. Hein. Et il faut savoir que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a signé un certain nombre de conventions, un certain nombre, bien sûr, donc, de traités. Aujourd'hui, nous sommes membres, par exemple, de la CEDEAO et également, bien sûr, donc, de l'UEMOA. Et aujourd'hui, ces questions-là sont discutées un peu dans ces lieux-là. Et pour l'instant, en Côte d'Ivoire, effectivement, le chiffre d'affaires qui a été retenu, c'est 1 milliard de francs CFA. Ce n'est pas encore homologué au niveau de la CEDEAO ni de l'UEMOA. Justement, il y a des éléments qui sont faits à ce niveau, si bien que la Côte d'Ivoire va donc se mettre justement à jour donc, dans cette affaire. Et depuis donc, cette année, avec le ministère en charge, bien sûr, donc, de la promotion des PME, que le ministre du Commerce et de l'Industrie, nous avons entrepris, bien sûr, donc, des travaux pour harmoniser donc, cela. Et s'il plaît à Dieu, d'ici quelques mois, la loi, bien sûr, donc, de l'orientation des PME va changer. Et le chiffre d'affaires, je crois, qui sera retenu, sera, je pense, donc, de 3 à 5 milliards de francs CFA. 3 à 5 milliards de francs CFA, voilà. Très bien. Pour le plafond, hein. Pour le plafond. À minima. À minima. Mais comme on le dit, hein, c'est vrai, nous sommes des PME aujourd'hui, mais notre objectif, c'est de devenir des ETI, soit des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises. C'est cela. Voilà. Mais pour l'instant, nous sommes des PME. Très bien. Marius Komoré. Alors, les PME en Côte d'Ivoire, on connaît le nerf de la guerre, c'est la recherche de marché. Et donc, les appels d'offres. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'état actuel des choses, vous pouvez dire clairement et de façon distincte aux Ivoiriens que l'État a fait un peu ou beaucoup pour vous à la matière? Première question. Deuxième question, c'est la question d'accès au prêt bancaire. En Côte d'Ivoire, on connaît la réalité que vivent les petites et moyennes entreprises. Est-ce que cette question aujourd'hui a été résolue par l'État? Très bien, il a deux questions. Bon, allons-y sur les deux questions, il n'y a pas de souci. Oui, la première, qui se rapporte à sa première question. Qui se rapporte, donc, très bien complété, Herman. En termes de passation de marché aujourd'hui, est-ce qu'il y a une préférence, privilège pour le contenu local, pour ajouter à ces questions? Très bien. Bien, en tout cas, merci pour la question. Concernant justement l'accès des PME au marché public, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les problèmes ne sont pas résolus. On aurait souhaité qu'il y ait encore beaucoup plus de mesures. Mais il faut reconnaître que le nouveau Code des marchés publics est rentré en application, qui est donc la loi, je crois, 2018-594, a quand même fait en sorte qu'il y ait des conditions préférentielles et des conditions, bien sûr, donc, pour aider les PME à avoir accès au marché. Pour favoriser le contenu local, à avoir accès au marché. D'abord même l'accès au marché, pas forcément le contenu local, d'abord mais l'accès même déjà donc au marché. Parce qu'aujourd'hui, dans l'ancien code des marchés publics, il y avait une quote-part des marchés qui était donc réservée aux PME, qui était donc de 20%. Donc dans le nouveau code des marchés publics, cette part-là est passée à 30%. Donc c'est déjà quelque chose qui est très important. Et dans les 30%, combien sont réservés justement au contenu local? Parce que c'est ça le cœur de la question d'Herman. Oui. Est-ce que c'est prévu même déjà? Oui, le contenu local est prévu il n'y a pas longtemps que nous avons eu justement un atelier pour parler donc du contenu local que nous voulons effectivement introduire de façon plus expressive dans l'accès au marché public. Mais quel que soit Alpha, quel que soit le type donc de marché aujourd'hui, la PME a droit normalement à 30% donc des marchés publics qui sont passés par les différentes autorités contractantes ici en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire quoi? Je suis aujourd'hui une autorité contractante. Lorsque je dois passer donc mes marchés, je dois réserver 30% aux PME ivoiriennes. Donc c'est ce qui est dit dans le Code des marchés publics. Nous avons également un certain nombre d'éléments, notamment les garanties qui étaient donc demandées, par exemple, bien sûr, donc aux PME. Tout ça, ça a été un peu allégé. Avant, certains documents et certaines garanties étaient demandées avant même la phase de passation, bien sûr, donc le marché. Mais aujourd'hui, ça a été allégé. Lorsque vous soumissionnez pour un marché, c'est lorsque vous avez obtenu le marché que, par exemple, on vous demande un certain nombre de documentations, notamment, par exemple, comment on appelle ça, l'ARF, c'est-à-dire l'attestation de régularité fiscale, ou bien même certaines garanties qui vous étaient demandées avant.
Donc tout ça, ce sont des conditions qui ont été mises en place pour faciliter l'accès des PME au marché public. On a travaillé également sur tout ce qui est donc sous-traitance et également donc co-traitance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on favorise pour les grandes entreprises la sous-traitance. Une grande entreprise aujourd'hui qui soumissionne à un marché, lorsque il sous-traite une partie de ce marché-là avec une PME, il a un droit de préemption sur les autres soumissionnaires qui, eux, n'auront pas, bien sûr, donc, mis une clause, bien sûr, donc, de sous-traitance avec une PME. Donc, voici autant de choses qui ont été, bien sûr, donc, faites. Et aussi, il faut dire que le nouveau Code des marchés publics a consacré et séparé les 3 principales fonctions de la commande publique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Allez-y. Vous avez donc la passation, qui est donc du ressort des autorités contractantes. Vous avez le contrôle qui est dévolu aujourd'hui, bien sûr, donc, à la DGMP, donc au ministère donc, du Budget. Et vous avez aujourd'hui le contrôle et la régulation plutôt, qui est donc l'apanage de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. Donc la séparation de ces 3 fonctions-là favorise aujourd'hui la saine concurrence au niveau des marchés publics. J'aimerais avoir votre point de vue avant de continuer sur la seconde question, justement. Est-ce que les 30% déjà vous satisfont? Parce que vous avez dit que dans le nouveau code des marchés publics, le contenu local à 30%. Est-ce que c'est assez? Bon, comme je le disais, on veut toujours plus, hein, mais nous sommes déjà passés avant de 0 à 20, aujourd'hui de 20 à 30%. Je pense que la dynamique continue. Absolument. Et nous souhaitons que cela soit ainsi. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que nous travaillons à ce que les PME soient beaucoup plus structurées et qu'elles soient résilientes pour pouvoir vraiment faire part, pour pouvoir soumissionner vraiment de façon responsable au marché public. Parce que c'est de ça qu'il s'agit également. Cela fait partie en tout cas de pouvoir lever également des championnats nationaux. Exactement. La seconde, le second volet de sa question. Ben, c'est l'épineuse question hein, de l'accès bien sûr donc, au financement. Et d'ailleurs, nos journées cette année encore parleront plutôt, bien sûr, donc, de financement. Nous avons déjà, je vous ai dit que nous sommes à la 10e édition cette année. Il y a eu 3 ou 4 éditions, nous avons parlé de financement. Même l'année dernière, on a parlé de franchise. Mais vous savez que la franchise est un mode également de financement de l'entreprise. Donc vous voyez qu'on n'est jamais très loin de cela parce que c'est une épineuse question. Et nous espérons qu'à la fin donc, de cette 10e édition, on trouvera des solutions idoines pour permettre bien sûr donc l'accès aux PME, l'accès au financement des PME. Mais comme nous le disons également, l'accès au financement pour nous plutôt, c'est ce qui se trouve en bout de chaîne. C'est-à-dire? Mais avant pour nous, pour avoir accès au financement, il faut que nous-mêmes nous présentons sur nos meilleurs jours. Lorsque vous allez vers un banquier pour lui demander un financement, il faut que vous arriviez à le convaincre pour qu'il sache que lorsqu'il vous finance, vous pourrez rembourser son argent. Donc la formation. Donc voilà pourquoi nous disons que nous parlons donc de structuration, nous parlons donc de formation et nous sommes sûrs que si tout ça s'est réglé en amont, le financement va forcément suivre. Daouda? Vous êtes à la 10e édition, c'est bien 10e. ça. Et pour cette nouvelle édition, quelles sont les innovations et à quoi est-ce que le public doit s'attendre? Merci Daouda. Effectivement, nous sommes à la 10e édition, donc c'est quand même un chiffre de maturité. Et à ce niveau, nous avons cette année fait en sorte que la parole soit donnée beaucoup plus aux PME elles-mêmes. C'est-à-dire? C'est-à-dire, aujourd'hui, dans les panels, nous avons fait en sorte que les PME elles-mêmes puissent vraiment donc s'exprimer, faire ressortir un certain nombre de choses. Et nous avons voulu également donc les mettre en face, bien sûr, donc de ceux qui tiennent les finances, notamment les banques et établissements financiers, pour qu'il y ait vraiment ce dialogue direct-là. Et ce que nous souhaitons au sortir donc de cette 10e édition des JNP-PME, c'est que nous puissions, à la fin, édicter un certain nombre de recommandations. Des recommandations qui soient vraiment factuelles et qui soient applicables immédiatement. C'est ce que nous souhaitons. Et en termes d'innovation également, nous avons invité également certaines PME étrangères qui doivent participer également à cette édition. Et ça nous permettra donc d'avoir un bon partage d'expérience pour voir ce qui se passe dans leur pays. Sur le vécu ailleurs, oui. Qu'est-ce qui se passe, comment
et nous sommes allés vers certains pays qui ont quand même une certaine réussite. Lesquels, dans par le exemple cadre, bien sûr, donc, la financement. Nous sommes aujourd'hui avec les PME de la région, donc Auvergne-Rhône-Alpes, c'est-à-dire au niveau de la région de Lyon, qui est donc la région industrielle la plus riche aujourd'hui de France. Et nous avons pu avoir des success stories avec des entreprises à ce niveau. Et donc, normalement, on doit avoir un partage d'expérience avec effectivement les dirigeants des PME de cette région de France. Herman? Je suis très intéressé à savoir le commentaire que vous faites de la pression fiscale sur les PME, ça c'est le premier volet. Et cette année, j'ai vu que vous mettez un point d'honneur sur l'accès au financement pour les boulangeries, pâtisseries et autres. À combien chiffrez-vous ce besoin-là? Et qu'est-ce que vous avez constaté qui puisse susciter ce besoin de travailler, à militer avec ces corps de métier, ce financement pour leur secteur? Ben déjà, il faut dire que la FIPME est une confédération. Donc, donc, c'est une confédération dont les membres directs sont essentiellement des associations et organisations professionnelles. Moi-même qui suis sur ce plateau, je suis aujourd'hui à la FIPME au nom de l'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire, dont je suis le président. Donc, je suis indirectement membre de la FIPME à travers l'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas un tutti personnel. Voilà, je ne suis pas un tutti personnel. Je suis au nom de l'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire, qui regroupe aujourd'hui à peu près 1200 PME. Donc vous êtes le président. Donc je suis le président, oui, de l'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire. Nous avons également une des plus grandes fédérations de boulangers qui sont donc membres chez nous. Nous avons la Fédération nationale de l'industrie hôtelière, nous avons les cliniques privées donc, de Côte d'Ivoire, nous avons également les agences donc, de voyage qui sont donc réunies dans une association qu'on appelle l'association des professionnels du voyage. Nous avons l'immobilier, nous avons le BTP, nous avons à peu près aujourd'hui 25 secteurs d'activité. Qui sont regroupés dans la FIPME. Voilà, donc 55 aujourd'hui, associations et organisations professionnelles membres. Et si nous voulons faire le décompte individuel des PME affiliées à ces différentes organisations, c'est comptabilisé à peu près 33 000 PME qui sont aujourd'hui donc affiliées à la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. Et aujourd'hui, le besoin en financement pour les TPME formelles qui existent, bien sûr, donc en Côte d'Ivoire. TPME, très petites entreprises. Voilà, très petites et moyennes entreprises formelles. Ce besoin en financement-là est passé en 2016 d'environ 5 000 milliards à peu près aujourd'hui 10 400 et quelques milliards donc, cette année. Donc, le besoin ne fait qu'augmenter. Mais comme je le dis, ça ne prend en compte que les TPME formelles. Il y en a qui sont encore dans l'informel. Et nous connaissons tous aujourd'hui le poids de l'informel en Côte d'Ivoire qui est vraiment très important, autour de 70%. Donc, vous voyez que si on veut faire une extrapolation, bien sûr, donc à partir des chiffres qu'il vient de donner, on aura un besoin en financement 4 fois, 5 fois, 6 fois plus important que ce que nous donne la littérature aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alors, donc, les besoins sont différents d'un secteur à un autre. En parlant, par exemple, du secteur pharmaceutique, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est que dans le secteur pharmaceutique, on puisse arriver à pouvoir booster l'industrie pharmaceutique, faire en sorte que la production de médicaments made in Côte d'Ivoire ait quand même un taux assez important. Un pignon sur rue, en tout cas. Un pignon sur rue. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire importe plus de 90% de sa consommation en médicaments. L'objectif, c'est donc de développer l'industrie pharmaceutique pour faire en sorte que dans les années à venir, les 4, 5, 10 années à venir, c'est de pouvoir arriver à peu près à 30% de production locale. Et vous rassurez les téléspectateurs que nous avons ici en Côte d'Ivoire la capacité de le faire. Ah ben oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Nous sommes, je veux dire, les pharmaciens ont été bien formés. Nous avons également des infrastructures que nous pouvons donc mettre en place. Nous avons également la main-d'œuvre qui est en train d'être formée dans les lycées professionnels en fonction des besoins que nous souhaiterions avoir. Mais comme nous disons, il faut vraiment que nous puissions mettre en place tout ce qu'il faut, notamment dans le cadre donc, du financement. Vous savez que le secteur pharmaceutique, c'est une industrie fine qui demande beaucoup de moyens. Mais en général, le produit qui en sort est un produit social. Donc vous voyez qu'en général, on a besoin d'un accompagnement beaucoup plus important, avec bien sûr des éléments qui viendront de l'État lui-même. Dans sa question, Herman s'était appesanti justement sur le secteur de la boulangerie et de la pâtisserie. Oui, le secteur boulangerie et de la pâtisserie, effectivement, c'est très important parce qu'aujourd'hui, nous avons lancé plusieurs études
dans ce secteur qui nous ont été donc, nous avons eu l'accompagnement donc de plusieurs structures, notamment le FDFP, notamment donc la GIZ, pour lesquelles nous avons, pour ce secteur-là, nous avons donc commandité un certain nombre d'études. Parce que l'objectif, c'est de faire quoi? C'est de faire en sorte qu'on puisse trouver de nouvelles farines autres que le blé dans la panification. Ça, c'est un ancien débat, la farine de manioc, la farine d'ignac, c'est un ancien débat qui revient. Nous avons donné un coup d'accélérateur assez important. Et nous sommes actuellement en train de faire avec un cabinet une étude vraiment très sérieuse. Et nous sommes sûrs que lorsque nous aurons les résultats de cette étude-là, nous pourrons avancer effectivement dans ce domaine. Très bien. Daouda et ensuite Marius. Donc, techniquement, vous avez donné les articulations, les innovations de cette année. Donc, comment, en fait, concrètement, quand vous parlez de financement, comment on appelle ça? Alternatif. Alternatif. Parce que, est-ce que ça dit que l'État aujourd'hui, parce que je vois l'État tout le temps dire oui, on finance les États par le biais du GUD PME, du guichet unique, il n'apporte pas d'aide? Et c'est quoi concrètement le financement alternatif? Excusez ma candeur, hein, sincèrement, j'ai envie de comprendre. C'est normal. Donc justement, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous inviter parce qu'au sorti de là, vous aurez beaucoup plus d'informations. Mais de façon préliminaire, on a le financement donc de façon générale, qui est donc supporté par les canaux habituels, les banques, à travers des prêts, les établissements financiers. Mais aujourd'hui, on a de nouveaux types de financements innovants que nous avons donc résumés sous le vocable de financement alternatif qui peuvent aider la PME et dont les conditions souvent sont plus souples plutôt que les financements classiques que nous connaissons. Un exemple rapidement avant de terminer cette émission, un exemple. Voilà, bon, dans les financements alternatifs, nous avons par exemple le crowdfunding. Le crowdfunding. C'est-à-dire vous pouvez venir me soutenir dans une activité. C'est une forme de tontine en fait. Ah ben, c'est une forme de tontine, mais qui est beaucoup plus réglementée. Vous avez également, même avec les banques, la facturage, etc., qui peut vous permettre donc d'aller assez donc ces systèmes-là seront développés lors de ces journées. Seront développés à travers donc les panels qui vont avoir lieu. Très bien. On termine avec vous, Marius. Juste une seule question et une dernière question, une toute petite. Alors, vos rapports actuels avec votre ministère de tutelle, ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Franchement, les rapports sont très bons. Parce que d'ailleurs, cet événement que nous annonçons tout à l'heure est organisé conjointement avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, qui assure d'ailleurs la présidence du comité scientifique. Donc nos rapports sont essentiellement sur de bons rails. Très bien. Je voudrais peut-être, si vous me permettez, revenir un peu sur une préoccupation qui a été donnée tout à l'heure par Daouda, notamment sur le dispositif d'accompagnement de l'État à travers déjà donc, le GUD PME, le guichet unique de développement des PME, avec, qui est une holding avec 2 filiales, la société de garantie et vous avez donc Côte d'Ivoire PME. La société de garantie, c'est donc pour accompagner essentiellement les PME dans leur recherche, bien sûr, donc, de financement en termes de garantie. Et vous avez Côte d'Ivoire PME qui, elle, normalement, doit pouvoir aider, accompagner dans la structuration de la formation des différentes PME. Très bien. Voilà. On termine notre émission. Nous allons maintenant donc vous dire merci, Dr Ouattara Kanigui. Je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. Et vous étiez là pour nous parler des journées nationales promotionnelles des PME. C'est la 10e édition du 7 au 8 novembre 2024 au Sofitel Hôtel Ivoire à partir de 8h30 pour la cérémonie d'ouverture. Très bien. Jeudi. Merci beaucoup. La thématique, quelle politique d'accompagnement des PME en Côte d'Ivoire? Merci, docteur, d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis, tout en remerciant toutes les équipes rédactionnelles, techniques. Merci à la réalisation. Merci, chers amis, Herman, Marius, Daouda, Élysée également. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci de tous vos commentaires sur le métal, nous en prenons compte. Et on se retrouve demain, par la grâce de Dieu. Portez-vous bien. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.